Depuis quelques années, la Cisjordanie est passée au second plan par rapport à tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Et c'est compréhensible étant donné les guerres à Gaza, au Liban, en Iran, et cette liste pourrait continuer encore longtemps. N'est-ce pas? L'absence de gros titres sur la Cisjordanie ne veut pas dire qu'il ne s'y passe rien. En juin, le International Crisis Group a publié un rapport qui aurait normalement dominé l'actualité. Intitulé Chokehold, le rapport dresse un constat sombre. L'autorité palestinienne en Cisjordanie semble proche de l'effondrement. Il est difficile de dire si l'effondrement est imminent ou si la situation va durer, mais une crise se prépare en Cisjordanie, pouvant avoir de grandes répercussions pour Israël, la Palestine et tout le Moyen-Orient. Les avertissements sur l'économie palestinienne ne sont pas nouveaux. Ils sont désormais si présents dans les rapports, à l'ONU et dans le dialogue international que la plupart du Moyen-Orient n'y fait plus attention. Cependant, ce que le International Crisis Group a rapporté est d'une toute autre nature. Le rapport s'appuie sur pas moins de 100 entretiens menés en Cisjordanie et en Israël sur la majeure partie d'une année, et met en lumière des développements et des statistiques véritablement choquants. Parmi les chiffres principaux, leur PIB a chuté de plus de 20% depuis octobre 2023. Le chômage dépasse désormais les 30%, et la pauvreté à court terme a plus que doublé sur la même période. Cela serait une tendance alarmante n'importe où. Pire encore, ils ont conclu que l'organe dirigeant de la Cisjordanie est pratiquement insolvable, selon le rapport. Cet organisme, appelé l'Autorité palestinienne, a été créé en 1994 comme un gouvernement intérimaire temporaire à la suite des accords d'Oslo entre Israël, la Palestine et les États-Unis. Tout cela, si tout s'était déroulé comme prévu, devait se terminer en 5 ans pendant que les discussions de paix se poursuivaient. Mais avançons jusqu'en 2026 et c'est toujours là. Tous les camps du Moyen-Orient s'accordent à dire que ce n'a jamais été un modèle de gouvernance stable ou efficace. Le président Mahmoud Abbas a actuellement 90 ans et en est à la 21e année d'un mandat qui devait initialement durer 4 ans. La corruption est pratiquement ancrée, ce qui n'a valu à l'autorité palestinienne que peu d'amis au sein des communautés palestiniennes ou israéliennes au sens large. L'autorité palestinienne reste essentielle pour la gouvernance et la stabilité en Cisjordanie. Depuis des décennies, la Cisjordanie a été relativement paisible comparée à la bande de Gaza, plus instable, qui est séparée géographiquement et a passé 2 décennies sous le contrôle de leur rival, le Hamas. C'est ce qui rend la pression économique actuelle d'autant plus préoccupante. Contrairement aux pays pleinement souverains, l'autorité palestinienne ne contrôle pas ses propres revenus. Selon l'accord économique conclu à Oslo, Israël collecte les taxes et droits de douane sur les marchandises entrant dans les territoires palestiniens, puis est censé les reverser chaque mois au gouvernement de Ramallah. L'économie locale n'étant pas florissante, cette somme n'est pas négligeable. Ces transferts constituent près des 2/3 du budget total de l'autorité palestinienne. Pendant des années, ces fonds ont été transférés avec de petites déductions israéliennes pour protester contre des politiques de Ramallah. Tout a changé en mai dernier, quand le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a stoppé les transferts et, à ce jour, n'a rien envoyé depuis. Cela est encore aggravé par le fait que l'économie de la Cisjordanie est intrinsèquement structurée autour du shekel et que leurs banques ne peuvent fonctionner que si Jérusalem signe en permanence une dérogation permettant aux banques palestiniennes de faire affaire avec les banques israéliennes. La dérogation subit une pression soudaine, Bezalel Smotrich l'utilisant à plusieurs reprises pour ses ambitions gouvernementales en Israël. En 2024, il l'a prolongée de 4 mois après que le cabinet a accepté de légaliser plusieurs colonies de Cisjordanie qu'il demandait depuis longtemps. Quand 5 pays lui ont imposé des sanctions l'été dernier, il a ordonné l'annulation de la dérogation, une décision annulée seulement après l'intervention des États-Unis pour éviter l'effondrement à Ramallah. Au moment de l'enregistrement, les renouvellements se faisaient toutes les 2 semaines, montrant essentiellement à la communauté internationale qu'elle peut le sanctionner et le condamner autant qu'elle veut, mais c'est lui qui détient toujours les cartes. Tout cela nous amène à une question plus fondamentale au cœur de cette affaire. Pourquoi Israël, ou du moins certains ministres du cabinet israélien, soutiendraient-ils des politiques qui risqueraient de provoquer le chaos juste à leurs frontières? La stratégie. Si vous vous demandez pourquoi ce gouvernement israélien adopterait des politiques semblant aggraver les troubles à la frontière, on ne peut pas vous en vouloir. Et vous ne seriez pas seul. Cette affaire est aussi source de discorde en politique israélienne. L'agence de renseignement intérieur du pays, le Shin Bet, aurait averti à plusieurs reprises les dirigeants du pays que l'effondrement de l'autorité palestinienne entraînerait le chaos. Encore une fois, cela provoquerait le chaos dans la moitié de la Palestine, réputée pour être relativement stable. Contrairement à Gaza, éloignée des villes israéliennes, sauf Ashdod, la Cisjordanie donne directement sur Jérusalem.
La question de savoir pourquoi un homme politique israélien accueillerait ou risquerait un tel chaos nécessite d'examiner les différentes factions politiques du pays. Le premier camp réunit les faucons de la vieille école, opposés à l'autorité palestinienne, souhaitant étendre le contrôle israélien sur la majeure partie, voire toute la Cisjordanie, dont Netanyahou. Tout au long de sa carrière, il a pris des mesures pour délégitimer l'autorité palestinienne, ce qui s'est retourné contre lui de manière préjudiciable. En 2018, il a joué un rôle majeur non seulement en autorisant, mais aussi en encourageant activement la livraison d'argent du Qatar au Hamas à Gaza. Les paiements ont duré des années et ont été très controversés dès le départ. Il les a présentés comme un moyen d'éviter une catastrophe humanitaire, mais plusieurs alliés ont déclaré que sa stratégie était de maintenir le Hamas à flot à Gaza et l'autorité palestinienne faible en Cisjordanie. Ainsi, aucun État palestinien ne pouvait être pris au sérieux. Il n'y aurait aucun représentant central unique pour eux, et il n'y avait tout simplement aucune chance que le Hamas accepte un quelconque accord acceptable au niveau international avec le gouvernement israélien. Pourtant, Netanyahou ne cherche pas un effondrement total. Il ne soutient pas la tentative de Smotrich de couper tous les financements, et l'an dernier, le Premier ministre aurait envisagé de soumettre au cabinet un plan visant à retirer à ce ministre certains pouvoirs sur la Cisjordanie à cause de sa position intransigeante. Le plan a été abandonné après la menace de démission de Smotrich, qui aurait fait perdre la majorité au gouvernement. Des divergences subsistent entre eux. En parlant des partisans de la ligne dure, cela nous mène au deuxième camp, plus enclin à flirter avec l'effondrement du gouvernement à Ramallah. Smotrich s'est imposé comme le meneur en adoptant la position la plus dure possible sur la Cisjordanie, et en fait sur tout le reste. L'an dernier, il a proposé d'annexer 82% de la zone, déclarant « La seule façon de retirer de l'ordre du jour la menace d'un État terroriste palestinien est d'appliquer la souveraineté israélienne sur les implantations juives en Judée et Samarie. » Il emploie ici le terme biblique pour la Cisjordanie. Les 18% restants seraient laissés au peuple palestinien lui-même. Il a déclaré publiquement « Non, nous n'avons aucune envie d'appliquer notre souveraineté sur une population qui souhaite notre destruction. » Ainsi, la coupure des financements à Ramallah prend davantage de sens. L'autorité palestinienne, organe dirigeant de la Cisjordanie, a longtemps freiné une annexion totale par Jérusalem. Supprimer complètement cette entité, même si cela devait entraîner un chaos à court terme, rapporterait gros aux partisans israéliens de la ligne dure, du moins c'est ce qu'ils pensent. Sans même un gouvernement semi-fonctionnel sur place, il ne resterait tout simplement plus aucun organisme palestinien pouvant prétendre gouverner le territoire. Plutôt que d'être des projets séparés, la pression financière et l'expansion territoriale représentent en grande partie les deux faces d'une même pièce. Tout au long de la crise, Jérusalem a fait avancer le soi-disant projet EUN, une proposition longtemps gelée visant à construire 3400, une unité de logement à l'est de Jérusalem, qui relierait par la ville au vaste bloc de colonies de Ma'ale Adoumim à l'intérieur de la Cisjordanie. Et quand nous disons longtemps gelé, nous voulons dire que cela avait été gelé pendant un certain temps. Le projet a repris au cours de l'année dernière, recevant l'approbation finale en août dernier, avec l'ouverture des appels d'offres le mois dernier. Cela a de graves implications pour le territoire, car construire à cet endroit reviendrait essentiellement à enfoncer un coin israélien en plein milieu de la Cisjordanie, séparant sa moitié nord de sa moitié sud. Smotrich lui-même a célébré l'approbation du projet comme contribuant à enterrer l'idée d'un État palestinien. Ce qui a rendu tout cela encore plus urgent pour la droite israélienne, c'est la vague de reconnaissance internationale en faveur de Ramallah. L'an dernier, la France, le Royaume-Uni, l'Australie et d'autres ont reconnu un État palestinien, par solidarité avec le peuple palestinien et pour désapprouver le gouvernement israélien. Ils refusèrent de reconnaître le Hamas, ne laissant que l'autorité palestinienne comme option. Au lieu de ressentir la pression, Jérusalem était surtout en colère, et voyant d'autres pays prêts à utiliser le territoire pour les critiquer, ils ont choisi de faire de même en retour. Donc avec tout cela contre Ramallah, la question n'est plus vraiment de savoir si l'autorité palestinienne est menacée, mais plutôt de comprendre comment elle tient encore debout. Sous assistance respiratoire. Tout cela laisse la Cisjordanie dans la pire des situations, à un véritable entre-deux. Ils sont clairement assiégés par au moins une partie du gouvernement israélien, mais ils tiennent toujours bon. Ils affirment même vouloir participer à la supervision de la gouvernance de Gaza après la guerre. Et même si nous voulons être clairs sur le fait que cela a à peu près autant de chances d'arriver que le Hamas vote pour rebaptiser la bande de Gaza la bande de Donald Trump, super excellente, cela montre néanmoins qu'ils veulent s'accrocher. Concernant cette volonté de s'accrocher, l'autorité palestinienne compte des alliés inattendus au sein du gouvernement israélien. Peu de membres de la Knesset soutiennent une relation avec l'autorité palestinienne, mais beaucoup ne souhaitent pas un effondrement total.
C'est surtout vrai pour ceux liés aux services de sécurité, très nombreux en Israël. N'oubliez pas que le travail de sécurité sous supervision de Ramallah reste important. Il dispose d'environ 30 000 agents de sécurité armés. Cela évite à Israël d'être présent dans chaque ville de Cisjordanie, et ses forces collaborent même, dans une certaine mesure, avec les services de renseignement israéliens. Mais cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Ces 30 000 hommes sont payés par Ramallah. Si ce financement venait à manquer, c'est une mini-armée qui se retrouverait juste à l'est d'Israël. Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin au Moyen-Orient pour voir ce qui se passe lorsque de grands groupes d'hommes armés perdent soudainement les revenus qui leur étaient garantis. Le problème est en train de refaire surface depuis plusieurs années maintenant, et il ne fait qu'empirer. Ramallah n'a pas été en mesure de verser un salaire complet depuis 2021 et en 2025, ses employés ne touchèrent apparemment qu'entre 1/3 et 2/3 de ce qu'ils auraient dû recevoir. C'est d'abord un problème pour les forces de sécurité, mais cela affecte aussi l'économie. L'autorité palestinienne, principal employeur en Cisjordanie, dépense près d'un quart du PIB. Ces préoccupations sont également partagées à Washington, qui exprime de plus en plus leur inquiétude face à l'approche adoptée par Jérusalem. Le vice-président J.D. Vance a récemment critiqué un vote symbolique à la Knesset pour annexer le territoire, le jugeant insultant et visant à marquer des points en politique intérieure israélienne, qualifiant ce geste de manœuvre politique très stupide. Je cite : « Trump a déjà pressé son homologue israélien de débloquer des fonds pour Ramallah, même avant la récente brouille sur l'Iran qui a détérioré leurs relations. Jérusalem est certes responsable de la situation difficile de l'autorité palestinienne, mais elle n'est pas la seule à négliger ses obligations envers Ramallah. Compter sur des financements de Jérusalem pour la majorité du gouvernement palestinien, pourtant plus acceptable internationalement, n'était pas judicieux, et les dirigeants palestiniens le savaient depuis des années. Depuis des décennies, chaque fois que les financements israéliens étaient réduits, le recours de l'autorité palestinienne était de se tourner vers le monde arabe, et pendant un certain temps, cela a plutôt bien fonctionné. Mais plus récemment, cela a commencé à s'atténuer. L'exemple le plus clair est l'engagement de la Ligue arabe, depuis 2012 de transférer à Ramallah 100 millions par mois comme filet de sécurité financière. À ce jour, il n'a jamais été respecté dans son intégralité, et le soutien international, de manière plus générale, s'est effondré à seulement 358 millions de dollars en 2025. Le problème vient encore une fois de la réputation de corruption de l'autorité palestinienne. L'Union européenne a constaté la disparition de près de 2 milliards d'euros de ces fonds. C'est une erreur qui peut arriver à tout le monde, non ? Je perds 2 milliards d'euros tout le temps. De tels accidents ont fini dans des projets comme le palais présidentiel de luxe à 17,5 millions de dollars, qui a suscité tellement de réactions négatives qu'Abbas a finalement dû le transformer en bibliothèque publique. S'ajoute à cela la politique dite « payer pour tuer », consistant en des allocations que l'autorité palestinienne verse aux familles de Palestiniens tués ou emprisonnés pour des attaques contre des Israéliens, y compris des civils. Abbas aurait supprimé ce programme l'an dernier sous pression internationale, mais des groupes de surveillance disent donc que ces paiements passent désormais par le système de retraite. Cela ne rassure pas les donateurs, même les plus généreux, sur le fait que leur argent n'achètera pas une nouvelle voiture de luxe pour un proche d'Abbas. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont clairement indiqué qu'ils n'augmenteraient non pas leur aide sans réforme sérieuse comme à Ramallah, Abu Dhabi allant même jusqu'à exiger le départ complet d'Abbas du gouvernement. Il y a encore un peu d'argent du Golfe qui continue d'arriver au compte-gouttes, mais c'est minime et cela reste surtout une réaction au fait que Jérusalem adopte une position de plus en plus dure sur la question. Riyad, par exemple, a envoyé une somme unique de 90 millions de dollars en septembre dernier, après que la coupure décidée par Smotrich a commencé à faire craindre que l'autorité palestinienne pourrait être au bord du gouffre. Mais pour vraiment régler tout cela, il faudrait faire la seule chose qu'Abbas s'efforce d'éviter depuis des décennies, organiser une véritable élection. La dernière fois que les Palestiniens ont élu leur parlement, en 2006, ils ont largement choisi le Hamas. Cela s'expliquait en partie par le soutien idéologique au groupe et par d'autres ayant rejoint leur campagne anticorruption, promettant d'éliminer les figures dominantes en Cisjordanie. Cela a créé des tensions pendant des années, jusqu'à ce que Mahmoud Abbas mette fin au processus parlementaire en 2018 et gouverne ensuite uniquement par décret, sans retour en arrière. Maintenant qu'il a plus de 90 ans, Mahmoud Abbas semble revenir progressivement vers l'idée d'organiser des élections. Le mois dernier, il a appelé à de nouvelles élections législatives en novembre et à une élection présidentielle début 2027. Mais avant de s'emballer, il faut rappeler que promettre des élections en Cisjordanie, c'est comme promettre d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Cela plaît aux médias internationaux. Cela se retrouve écrit sur du papier dans quelques capitales et, ça s'arrête là.
Abbas avait déjà fixé une date pour organiser des élections pour les deux postes en 2021, mais il les a annulées, faute de garantie que le vote puisse avoir lieu à Jérusalem-Est. Ce problème n'a pas été résolu depuis, donc il n'est pas difficile de voir comment les choses pourraient mal tourner, ce qui laisse la Cisjordanie dans l'une des pires situations imaginables. Elle tient partiellement grâce à un gouvernement que presque personne ne souhaite vraiment maintenir en vie, principalement parce que l'alternative à Gaza est considérée comme pire. Elle subit une pression accrue d'Israël qui ne fait même plus semblant de vouloir collaborer avec l'autorité palestinienne, tandis que ses finances s'effondrent. Que l'autorité palestinienne continue à survivre ainsi encore 1 an ou 2, ou qu'elle s'effondre complètement, la seule chose pour laquelle personne ne semble avoir de plan, c'est ce qui se passera le lendemain matin. Merci d'avoir regardé.